Geneviève, t'es philosophe et historienne de la pensée féministe. Tu as été aussi déléguée interministérielle aux droits des femmes. Tu as été députée européenne, donc à la fois un parcours intellectuel et aussi politique. Et tu as publié... J'ai écrit quelques livres. Ah oui, un gros paquet de bouquins. En général, ils préfèrent tous dire que j'ai eu des fonctions politiques, mais pendant ce temps-là, il y a 50 ans de production Voilà. littéraire. Et, entre autres, d'un livre qui s'appelle Service ou servitude. Et c'est marrant parce que je ne l'avais pas lu, j'ai lu quand tu me l'as remis, mais dans mon discours sur les femmes de ménage à l'Assemblée nationale, j'interroge les députés en disant attention, vous êtes en train de vanter une société de service, mais est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à la société de servitude? La première édition de ton livre, c'est en 1979. Oui. Là, c'est une réédition. Mais à la fois, qu'est-ce qui est en train d'évoluer quand tu le publies et qu'est-ce qui a changé depuis? D'abord, moi, je le publie parce que j'ai une question qui est politique. On dénonce le travail gratuit des femmes, hein, le privé politique. Moi, je suis quand même noyée dans le mouvement de libération des femmes, si je puis dire, noyée, mais je sais nager. Et en même temps, on est très engagé à gauche, et certaines disent, mais le plus important, c'est quand même les ouvrières et les travailleuses, etc. Et puis moi, je regarde les choses et je dis, mais attendez, il y a 1 million de femmes qui travaillent à l'intérieur et qui sont payées. Elles s'appellent, alors, est-ce qu'elles s'appellent domestiques, gens de maison, bonnes à tout faire, femmes de ménage, employées de maison? C'est la grande lutte. Ça, c'est la lutte que je rencontre quand maintenant j'ai mis l'interview que j'ai faite de Suzanne Asquette, bretonne, qui finira juge et pourtant qui a un parcours d'employée de maison, que je rencontre à la CFDT. À ce moment-là, la CFDT, c'est l'extrême gauche syndicale, mais de façon assez incroyable. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus l'imaginer comme ça. Et elles ont envie de passer au terme employé de maison. C'est-à-dire, c'est une demande de salariat comme tout le monde, d'un emploi comme tout le monde. Hein, nous sommes des travailleurs comme les autres. C'est leur grand slogan, y compris dans leur tract, etc. Or, cette chose n'est pas nouvelle. Pourquoi elle n'est pas nouvelle? Parce que les féministes de 1900 s'étaient déjà posé aussi une question intéressante autour de cette fameuse crise de la domesticité en disant « Attendez, on veut l'égalité des sexes, mais alors attendez, on fait comment avec nos domestiques ? On les sonne la nuit, il va falloir leur faire des horaires, etc. » Je raconte tout ça dans le livre. Il y a des congrès féministes qui vont s'occuper de ça, notamment autour d'une femme vraiment intéressante dont malheureusement on a perdu les archives, qui s'appelle Eliska Vincent, qui va poser la question sans cesse. Qu'est-ce que je fais si on veut l'égalité, qu'est-ce qu'on fait d'une relation hiérarchique? Et donc moi, je suis passionnée par tout ça, effectivement, dans la décennie, enfin, entre autres, dans la décennie 70. Et ce livre, c'est pour, au fond, faire ce que j'appellerais beaucoup plus tard, habiter la contradiction. C'est-à-dire, il faut, plutôt que d'essayer de la résoudre ou de la mettre sous le tapis ou sous la table, moi je dis, je la pose, la contradiction, et on fait quoi avec ça? C'est-à-dire, lutte féministe, lutte de classe. Alors, lutte féministe, lutte de classe, mais aussi gratuité, salariat, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire tout le travail domestique effectué par les femmes au domicile, gratuitement, et quand on le fait à l'extérieur, qui devient... La femme de ménage, c'est typique. Est-ce que c'est moi qui fais le ménage ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient faire le ménage? Bon, il se trouve que j'ai aussi une histoire biographique qu'il est peut-être plus facile aujourd'hui pour moi de dire, c'est que j'ai une mère pionnière, professeure, donc pionnière, jeune agrégée dans les années 30, qui sera écrivaine aussi, spécialiste de Peggy, Simone Weil, etc., pas n'importe quels auteurs, et elle est totalement incapable d'élever ses 4 enfants. Donc il va y avoir toute une structure chez moi de jeune fille au père et d'une femme de ménage qui est restée des années, elle est morte il n'y a pas longtemps, j'ai pleuré, qui vont donc faire ce que les années 1900 appellent une remplaçante. Donc là, qu'est-ce qui se passe autour de tout ça? C'est quand même... C'est-à-dire que dans votre propre foyer, dans votre enfance, tu avais... J'avais sous les yeux... Et tu ne cherchais pas à les invisibiliser? Rien n'était invisibilisé, mais simplement, c'était le paradoxe le plus fou, c'est que c'était pas pour le service, c'était pour qu'elle puisse faire son travail de femme émancipée, qu'on prenait, qu'on se mettait dans la situation de la hiérarchie de service. Donc c'est quand même, tout ça est quand même bien complexe, et j'appelle ça habiter la contradiction. Et j'en ai pas peur, et aujourd'hui je trouve que justement le film que tu as fait, ce qui est bien, ce que ça dit, je te l'avais écrit je crois au lendemain, c'est que dans la contradiction, il y a le fait que ces métiers difficiles, on peut revenir sur l'invisibilisation, est en même temps, j'allais dire habités, mais je viens de l'employer, par des femmes qui sont très heureuses de faire ce travail. Et ça, c'est souligné sans cesse, et j'imagine que tu ne les as pas forcées à le dire, donc elles le disent, qu'elles aiment ça. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que
on se retrouve là au cœur de ce qu'a été notre société. Donc, il faut dire de la démocratie et du salariat. C'est ça les deux problèmes que la domesticité va rencontrer. C'est d'une part, bon, la démocratie, ça c'est la question que je viens de poser, on fait quoi entre service et inégalité et hiérarchie? Il y a ça, et puis il y a la question du salariat. C'est-à-dire que si c'est si difficile aujourd'hui, je repense à tous les débats qu'on a eus pendant les confinements, si c'est si difficile aujourd'hui, c'est parce que ces emplois viennent de la gratuité. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ils sont payés, mal payés, parce qu'il y a encore toujours le soupçon que c'est de la gratuité. Les femmes qui vont aider les vieilles personnes chez elles, combien de familles, il y a un ou deux frères, un ou deux cousins qui fait le tante ou oncle, bon, ce sont des femmes en général qui accompagnent les fins de vie. Mais pas les aidants payés, les aidants familiaux, c'est-à-dire d'affection. Ce sont les femmes qui vont prendre en charge beaucoup à la fin de vie des parents. Et donc on est donc dans un monde où on peut être payé ou non payé pour faire la même chose. Et pour peut-être délivrer autant d'affection, ce que ton film raconte. On s'attache quand même aux personnes. Oh bah oui, t'es obligé, sinon t'es pas humain. Faut être fort. Dans notre métier, faut être fort. J'ai eu un décès d'une dame, ça faisait plus de 10 ans que je l'avais. C'était ma mamie à moi, c'était voilà. J'ai travaillé le matin, ils m'ont attendu au cimetière. Ils n'ont pas commencé, ils ont attendu que t'arrives. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ça m'a fait chaud au cœur. Bah oui, mais... Ça, c'est une reconnaissance. Ouais. Ton livre est paru donc en 1979. Qu'est-ce qui a changé depuis? Là, elle se bagarrait pour passer de domestique à employé de maison. Oui, ou de bonne à tout, de bonne à tout faire à employé. C'est employé de maison qu'elle recherche. Ça a disparu. À la fois ces termes-là et cette main-d'œuvre hébergée à domicile, bon, ça a disparu. Ça s'est réinventé. Alors, il y a des auteurs qui parlent d'une nouvelle domesticité, des chèques emploi service universel, par le biais de termes un peu plus techniques avec auxiliaire de vie sociale. À la place que ça soit un temps plein, c'est une espèce de temps partiel. Quelqu'un qu'on avait à temps plein à domicile pour faire la cuisine, le ménage, s'occuper des enfants. Oui, mais ça, tu es au début tu es dans la première partie du XXe, dans la deuxième partie du XXe. Donc, quand moi j'écris mon livre, c'est le triomphe des femmes de ménage. Donc, de quelques heures, par-ci, par-là. Avec donc, on ne la verra même pas, puisqu'elle va venir quand nous, on est à l'extérieur. Les femmes travaillent plus, la montée du travail féminin, qui est quand même aussi une réalité, parce que ça va avec ce qu'il faut bien appeler l'autonomie économique, dont les femmes ont encore aujourd'hui largement besoin. Est-ce qu'une femme, à 40 ans ou à 50 ans, peut quitter un homme? Il faut avoir des moyens économiques. Point barre. Point barre. Eh bien, il y en a plein qui ne peuvent pas. Et c'est pas avec l'emploi aujourd'hui qui est en train de se fracturer en petits morceaux. Le breadwinner, comme on dit en anglais, celui qui gagne le pain, si ça reste un chef de famille qui normalement n'existe plus, le chef de famille, on est dans cette logique économique, c'est le pire. Mais l'évolution sociale est totalement négative en ce moment, puisque les carrières... Moi, je suis rentrée dans la fonction publique à 20 ans. Donc, j'ai une autonomie économique totale. Et maintenant, c'est la débrouille. Et maintenant, c'est la débrouille, absolument. Virginia Woolf, elle dit une chambre à soi, et la phrase suivante, c'est quoi? Et 50 000 livres de rente, et de l'argent. Il ne faut jamais oublier la fin de la citation de Virginia Woolf. Elle dit ça en 1929. Est-ce qu'il n'y a pas une démocratisation de l'usage de ça? Je ne pense pas forcément à payer des femmes de ménage, mais par exemple, les auxiliaires de vie sociale, elles sont, par le biais de l'aide personnalisée de l'autonomie, au service pas seulement des riches du pays. Et puis des associations aussi, voilà, bien sûr. Mais au service de toutes les personnes âgées. Mais oui, ben ça s'appelle aussi le service public. C'est-à-dire ce mot service, en fait, la question que tu poses, je crois qu'on pourrait la résoudre, en tout cas repartir du mot service. Si on est dans une société démocratique, qu'est-ce que devient le service? Alors on pourra dire, et on terminera, tu termines par ce mot, qui est le mot lien, et moi aussi je suis prête à terminer par le mot lien plutôt que soin, mais donc c'est les liens entre les êtres, on est d'accord, mais comment on fait de la démocratie dans le lien entre les êtres? Bon, c'est une question quand même que les féministes de la fin du XXe et d'aujourd'hui se posent dans leurs histoires privées. Comment on fait de l'égalité dans les couples hétérosexuels? Comment, voilà, c'est une immense question. Mais service, c'est un mot formidable. Pas loin de chez moi, il y a une communauté religieuse où il y a encore le portail avec une inscription qui est « Les servantes des pauvres ».
Donc on peut être servante des pauvres, et pas seulement des servantes des riches. Très bien. En même temps, je me disais, tiens, c'est drôle parce que j'avais noté, justement dans le papier de 2020, qu'on peut dire à propos des grandes élites politiques que ce sont des commis de l'État ou des serviteurs de l'État. J'ai jamais vu de servante de l'État. Donc comment on les appelle? Les commis féminins qui ont fait l'ENA et autres. Tu verrais dire servante de l'État. Donc ce mot est incroyable, ce mot service. Les premières images du film, c'est des femmes qui font le ménage sur des Mariannes à l'Assemblée nationale. Pour nous, dans le film, ça vient poser un espèce de décor et d'envers du décor. Et on va voir au fil du film le passage finalement de femmes muettes à des femmes qui prennent la parole, de femmes qui se cachent à des femmes qui entrent dans la lumière, et même, je dirais, quelque part, de passage d'une espèce de honte à une fierté revendiquée. Je ne sais pas si c'est la honte ou si c'est plutôt le mot tabou qui irait. On l'a vécu beaucoup, quand quelqu'un a du mal à dire qu'il est l'enfant d'une femme de ménage. J'ai mon collab, sa mère était auxiliaire de vie sociale. Il me disait quand il était gamin, il avait honte. Bien sûr. Il avait honte parce que d'abord, il n'avait pas les mêmes fringues que ses copains. Et ensuite, il avait honte parce que pour lui et pour ses copains, c'était torcher le cul des vieux. Et donc, quelque part, est-ce qu'on n'est pas là? Ça, c'est le sale. Voilà, c'est le sale. Mais est-ce qu'on n'est pas sur ces métiers-là, le temps de Covid, est-ce qu'il ne peut pas au moins servir à ça, c'est-à-dire à une sortie de la honte et à une entrée dans la fierté, en disant finalement, le pays repose tout entier sur nous. Est-ce qu'on peut mener des combats sociaux, des combats publics, en traînant le boulet de la honte? C'est que ce n'est pas la question de fierté ou de valeur, c'est la question de la fonction. Si on prend en compte le fait que le service, on est dans une société de service, c'est que le service, c'est quelque chose de bien. Alors c'est là, bon, on laisse donc de côté la question service-égalité démocratique, parce que ça c'est, je l'ai dit, un sujet complexe, et moi j'aime bien le traiter, mais il est complexe. Et si on dit, voilà, maintenant il y a beaucoup de services, et c'est une fonction sociale. Hein, notre président a repris la Déclaration des droits de l'homme en parlant de l'utilité commune. Très bien. Donc l'utilité commune, ça ne sera pas la question de passer de la honte à la fierté, ou de mauvais salaires à des salaires plus décents, ce que tu mets aussi à la fin de ton film, en montrant les petites primes qu'ils ont eues suivant les fonctions. Moi, j'appelle ça une fonction sociale. Donc, il faut faire de l'anthropologie. Parce que ce que tu montres avec les femmes de ménage de l'Assemblée nationale, c'est qu'elles sont là à 5 h du mat'. Puis tu insistes, et moi je trouve que je suis bien d'accord avec l'heure à laquelle elles se lèvent, parce qu'évidemment, elles viennent c'est comme les infirmières, hein, qui sont dans les hôpitaux parisiens. Elles habitent évidemment dans des grandes banlieues, avec des horaires de train, et pendant le confinement. Alors, est-ce que ça peut faire partie du décor ? C'est ça la question qu'il faut poser. C'est pour ça que moi, ça ne va pas être la prime ou la revalorisation. Vous savez, vous êtes toutes formidables. Ça, on leur a dit, mais maintenant, mais elles se marrent. Hein, que ce soit les caissières ou les infirmières. On a dit qu'on était formidables, vous avez vu comment on nous traite. Et moi, je savais d'avance, pas sans doute, j'avais un peu promené mes guêtres dans l'histoire. Je savais d'avance que c'était pas suffisant. On les a applaudis, enfin, il y en a qui ont trouvé ça ridicule. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Penser en termes de fonction. C'est un mais truc ça veut dire quoi concrètement ? Ah bah ça veut dire avec quoi marqué sur sa pancarte, on me dit c'est pas la pancarte, c'est pas la pancarte, c'est si on pense égalité. Et normalement la démocratie c'est penser égalité. En plus si on est de gauche, comme toi et comme moi, on a plutôt envie de plus d'égalité. Donc il faut penser en termes d'organisation sociale des métiers. Sur pourquoi c'est invisible. Nous, on essaye de le rendre visible dans le film. D'abord, le travail, souvent, est invisible lui-même. Moi, je pense que les plus belles séquences du film, c'est quand, par exemple, il y a la toilette de Joël. C'est extraordinaire. Oui. C'est une image qui m'est restée, qui reste. À la fois parce qu'on voit le travail, physiquement, ce qu'il est. Et alors, le travail, il est souvent invisibilisé, y compris le travail masculin. Généralement, on a un interdit là-dessus. Ensuite, c'est évidemment l'interdit sur les corps. Là, le corps nu de Joël. Et quelque part, il y a une question sur... je trouve qu'il y a quelque chose qui est beau dans cette scène-là. C'est que tu as l'impression d'un homme passif au départ, tu vois, qui se laisse faire, qui est réifié, comme je ne sais pas si tu veux en parler, mais... Et à un moment, c'est lui qui prend la parole pour raconter son histoire. Au début, il est dans la fatalité. Ouais, il faut que je me lave. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est une scène qu'on risque pas d'oublier. À 18 ans, première toilette, un homme. Ça l'a fait. Hein. J'aime bien finalement aider les autres quand même.
Maintenant, j'y suis par amour de mon métier. Et de mes personnes, on rencontre quand même, on a des belles rencontres sur le terrain. Il y a des mauvaises aussi, hein. Ah oui, Il n'y a pas que des bonnes rencontres. ouais. Ouais, ça Joël, il dit toujours, ouais. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du corps, de l'intime et du sale, il faut que ça soit hors de nos vues et hors du débat public. Mais hors du débat public, mais ça l'a été finalement quand tu félicites tous les soignants et autres techniciens des caisses de supermarché ou des éboueurs pendant le confinement, c'est un moment exceptionnel, ils sont là. Puis après, si possible, on les renvoie dans le noir. C'est un classique. Hein. Un immigré qui va tout d'un coup sauver, on a des exemples, on a comme ça, ou qui a éteint un incendie qui s'était déclenché. Ah bah oui, mais c'est un sans-papier, enfin, ils sont formidables, c'est pas tous des violeurs et des salauds. Voilà, c'est quand même une pratique médiatique qui a son intérêt très, très limité. Ça me fait penser à un des discours de Victor Hugo, j'ai lu ses écrits politiques, Ah ben. Il écrit, il va dans le nord de la France visiter un des corons, il voit la misère ouvrière et il voit le sale, que ça suinte de partout, que les corps sont allongés, qu'il y a de la maladie, qu'il y a l'urine qui est là, qu'on défèque à côté de lui. C'est ça. Et en fait, ce discours, il ne l'a jamais prononcé à la tribune de l'Assemblée nationale. Et moi, je pense que c'est parce que c'est un lieu qui est tellement de dorure, avec des bourgeois en face, on va dire comme ça, qu'il sent à quel point ce réalisme va choquer. Tu vois, et donc, du coup, il y a une espèce de censure qui fait qu'on a l'écrit politique de Victor Hugo, mais d'un discours qui n'a jamais été prononcé, quoi. Oui, mais je pense qu'il était très sensible. Il l'a été aussi sur la question des femmes, à les endroits où il pouvait dire ou pas dire. Il en a dit plus en dehors de certains espaces où on aurait aimé qu'il en dise plus dans d'autres espaces. Enfin bon, bref, c'est tout à fait clair. Ce que je vois, c'est qu'il y a aussi une démocratisation quelque part de tout ça. Tu vois, par exemple, un métier que je regrette qui ne soit pas dans le film, les assistantes maternelles. C'est ce que tu décris là avec la jeune fille au père, sauf que c'est un besoin de la population. Donc comment Bien la sûr. question c'est est-ce que tu le remplis par une forme d'asservissement de ceux qui le font, et c'est ça aujourd'hui, ou bien est-ce que tu construis un statut, est-ce que tu construis Mais je pense que alors on n'a pas encore employé un mot, c'est celui de reconnaissance et de reconnaissance symbolique. C'est-à-dire que là on est toujours dans ce qui est sous la nappe, quoi. Enfin, c'est l'image de la table qui me revient sans cesse, c'est-à-dire c'est ce qu'on ne va pas montrer. Et tu penses que c'est Mais parce ça que fait partie de l'utilité commune. Et tu penses que c'est parce que ça participe d'une forme de honte des Non. individus et des familles, possiblement, que quelque part, normalement, les personnes âgées, c'est à nous en occuper, les enfants, c'est à nous en occuper. On Non, délègue. c'est pas ça. Il n'y a pas d'histoire là encore de honte. C'est d'où tu viens avec ça, d'où tu viens historiquement parlant, de tas de choses qui n'ont pas été salariées. Je ne sais pas exactement, parce que je ne suis pas vraiment historienne, comment les nourrices étaient rétribuées quand tu envoyais ton enfant à la campagne. Je ne sais pas quel était le type de rétribution. Je suis sûre qu'il y a des tas de travaux qui nous le diraient. Mais c'est la rentrée dans le salariat qui est devenue à la fois intéressante et en même temps compliquée pour toutes ces professions. Donc c'est la question de la reconnaissance symbolique. C'est pour ça que je retombe sur la question de fonction. L'entrée dans l'espace public, c'est ce que aussi ces métiers ont perdu. Par exemple, il y a un petit film, je crois que je cite, au début du XXe siècle, sur des domestiques qui décident de faire la grève. Comment tu fais la grève quand tu es dans un emploi singulier? Tu peux pas. Mais elles vont marcher, et donc tu peux solliciter toutes les domestiques qui sont là en train de faire le marché, etc. Toute chose qui a disparu complètement. Donc, alors, tu as eu la création des syndicats, ils étaient très forts en 70. Hein, les syndicats d'employés de maison, il y avait aussi la CFTC, etc. Mais donc là encore, il faut rentrer dans l'espace du politique. Alors après, ça se décline de plusieurs façons. Mais je pense qu'on perd son temps à essayer de vouloir faire des bons sentiments. Est-ce que tu penses qu'on est dans un temps d'entrée dans le politique de ces métiers-là Ça c'est une question. Par exemple, quand tu vois, en gros, c'est comment la scène finale à l'Assemblée nationale avec Jeannette, Hayat, qui prennent la parole. Moi, je me demande, c'est le pessimisme de la lucidité, l'optimisme de la volonté, mais si on n'est pas dans un temps où le Covid, ayant construit quand même une espèce de fierté, de sentiment d'être indispensable, si on n'est pas dans un moment possible d'entrer dans le politique. Mais oui, c'est possible. Alors, c'est possible aussi, par exemple, après je vais venir à l'histoire de l'Assemblée nationale, par exemple, justement, par le service à la personne. Puisque qui est le vulnérable? Ça peut être la personne qui
Service, c'est pas le grand bourgeois qui fait rien pendant que la petite jeune fille au père devrait réveiller l'enfant. C'est que c'est la personne la plus vulnérable des... Enfin, il y a 2 vulnérabilités. Donc on change de monde avec ça. Donc tu penses qu'on peut être optimiste sur ces métiers-là? Je dis pas que je suis optimiste. Je dis que tes questions me forcent à dire, effectivement, je suis contente de le dire, qu'on est dans un moment de transformation. Et c'est des questions qu'ils disent, hein, et j'acquiesce. On est dans un moment de transformation, sauf que si on ne se donne pas les moyens de la transformation, qu'on applaudit tous les métiers sympas, et puis qu'on les oublie vite fait, voilà, parce qu'on est juste mécontent qu'il n'y ait pas assez de lits dans les hôpitaux, hein, on a bien changé, hein. On n'est que sur la logique, en ce moment, logistique, justement. C'est qu'il y a eu quelque chose là d'incoatif, mais qui n'a pas donné... Mais ce n'est pas en revalorisant les métiers. Il faut repenser les métiers, surtout dans la dénomination, dans la fonction. Déclinant, notre président parle d'utilité commune. Ça fait 200 ans qu'on emploie ce terme. Alors, c'est quoi l'utilité commune? Et on a le mot commun très, très proche aujourd'hui de nous, qui est très présent aujourd'hui. Donc voyons ce que c'est que l'utilité. C'est utile, tout ça est utile, tout ce que tu ne parles que d'utilité. Tu n'as pas parlé des grands bourgeois qui se font servir en se tournant les pouces dans ce film, hein, donc, parce que ça existe encore. Donc c'est qu'on est là. Et moi j'ai rajouté l'utilité de que fait une femme émancipée quand elle a des enfants. Enfin, ou un couple, mais bon, c'est la femme qui... Voilà, ça c'était aussi une question d'utilité commune. C'est-à-dire, si, ok, on est pour l'autonomie économique des femmes, on est pour qu'elles aient des métiers comme les hommes, mais après on fait comment? C'est quand même la grande question du XXe siècle, ça, que moi j'ai pris dans la figure. Est-ce que tu trouves que notre camp, la gauche, à la fois syndicale et politique, elle pose ces questions et elle les met sur la table? Puis dans une grande période de mode féministe, je peux lire le mot féminisme sur les autobus parisiens, j'ai un moment de trouble personnel parce que avec ce que j'ai traversé, c'est quand même un moment assez étonnant. L'âme de Gouges est au bac français. Il y a fait des trucs complètement fous pour ma génération, et en même temps très marrant et très sympa, et pourquoi pas prendre tout. Mais du coup, c'est pas pour ça que ça deviendrait une question politique. C'est l'abolition des privilèges, ce qui est en train de se passer en ce moment. On a cette discussion juste après la double affaire PPDA et Nicolas Hulot. Ben, ils étaient dans un privilège et leur privilège se casse la gueule. Donc c'est pas qu'on est méchante ou gentille ou que les filles, pourquoi elles n'ont pas parlé, pourquoi... C'est pas ça la question. MeToo, c'est la nuit du 4 août. C'est-à-dire on abolit les privilèges. Après ça change tout. Il faut tout remodifier, il faut tout repenser. Mais tout ça c'est du politique, c'est pas de la morale. Moi ce que je veux concrètement pour les auxiliaires de vie, c'est le passage en tournée. Si je suis concret, c'est-à-dire de se dire qu'il faut cesser d'être avec des petits bouts de contrat le matin, on revient le midi, et puis encore le soir. Non, il faut passer à du travail en tournée. Il y a une équipe qui vient de 7h à 14h, il y a une équipe qui vient de 14h à 21h. Ça fera à la place de faux temps partiel, vrai salaire partiel avec une énorme amplitude d'horaire, ça fera du temps plein, salaire plein. 2, ça permettra d'avoir une vie sociale, une vie familiale à côté. Mais ça va avec statut, qui est ton mot, fonction, qui est le mien. Peut-être ça serait intéressant par rapport à des tas de métiers de mettre en avant l'utilité justement. Si on fait quelque chose d'utile ou pas dans le spectre professionnel. Il y a plein de métiers inutiles et il y en a plein qui sont en plus nuisibles. Et je pense que ce sont les métiers les plus nuisibles qui sont les mieux rémunérés et les mieux reconnus dans la société. Si on prend un autre exemple dont on n'a pas encore parlé, la question des sages-femmes et des médecins. C'est une sacrée histoire hein, sur quelques siècles. C'est-à-dire comment elles ont perdu du pouvoir quand les médecins ont pris le pouvoir, quel pouvoir on leur donne, comment en ce moment on les maltraite. Il y a beaucoup quand même de révolte du côté de ce métier-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un métier, laissons tomber le ménage, parce que qui peut faire le ménage? Mais là c'est un incontournable, une sage-femme. C'est un incontournable. Et donc là, comment ça se fait qu'on soit encore dans une aussi grande imprécision? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce que je viens de dire quand même vite fait, c'est que c'est les médecins qui ont pris le pouvoir. Donc des hommes. Hein, des hommes. Donc et c'est pas fini. Cette profession est incroyablement féminisée, les médecins. J'en ai fait l'expérience récente dans un hôpital. Je n'étais soignée que par des femmes. Et pendant ce temps-là, à la télévision, pour parler du virus, il n'y avait que des hommes. Il y a un truc que tu ne comprends pas tout d'un coup. C'est 2 sociétés différentes, la société médiatique et la société des gens au fourneau justement. Donc la question des sages-femmes, c'est une belle réflexion, parce que comment ça se fait qu'il y ait de tels mouvements et mouvances quant à leur statut dans permettre la naissance. Tu te rends compte que là, tu es normalement dans un métier qui ne devrait pas poser de questions
quant à son utilité commune et à sa dénomination. Ça veut dire qu'il est question de pouvoir. Qui a le pouvoir? Alors c'est pas elle. Pour moi, la lutte des sages-femmes, elle s'inscrit finalement dans la continuité du mouvement féministe, de MeToo et d'une tentative de récupération du pouvoir. Mais on a pensé le mot pouvoir, oui, bien sûr. Ouais, mais... Enfin, de récupération du pouvoir, non, mais de partage du pouvoir. L'émancipation des travailleuses sera l'œuvre des travailleuses elles-mêmes. Certes. Et donc, comment on fait pour que finalement notre scène fictive d'assemblée à la fin devienne une scène réelle, mais non seulement à Paris, mais à Amiens, à Strasbourg, à Nancy, à Nantes, et dans tous les petits bleds où il y a des accompagnantes d'enfants en situation de handicap, des auxiliaires de vie sociale, des agents d'entretien. Alors évidemment, je ne vais pas répondre à la question que faut-il faire, mais je vais remarquer que dans cette scène finale, il y a un truc vraiment intéressant, c'est l'inversion des rôles. C'est-à-dire que toi et Monel, vous êtes des huissiers. Elles sont tellement contentes d'être assises à la place des députés. Mais ça se voit. Cette question de l'inversion, on l'a très souvent dans la littérature, enfin dans l'imaginaire de la servitude, on l'a tout le temps. Je pense que notre camp, il devrait se saisir plus pleinement de ces questions-là, à la fois évidemment pour des raisons sociales évidentes, c'est-à-dire que c'est des centaines de milliers, voire des millions de salariés qui sont sous le seuil de pauvreté, alors qu'on leur dit en plus qu'ils remplissent des missions essentielles. Ensuite, parce que c'est un combat féministe, pour moi, quand on a 85-90% de ces professions-là qui sont des femmes, à mon avis, c'est parce que c'est des femmes que les métiers sont maltraités de cette manière-là, avec un espèce d'inconscient de la société qui fait que, bon, pendant des siècles, elles ont fait ça gratuitement à la maison, s'occuper des femmes, des enfants, des personnes âgées, et maintenant on les paye un peu pour le faire à l'extérieur, elles ne vont pas nous embêter en plus. Mon engagement philosophique, il est sur l'historicité des sexes, du genre sexe, l'appellation là importe peu. C'est sur l'historicité, c'est-à-dire montrer que tout ça fait histoire. Or, les dominants sont là pour te dire que tout ça fait nature. Et moi, je me bats, donc depuis ça fera bientôt 50 ans, pour démontrer par mes travaux que ça fait histoire. Donc c'est pas seulement la prise de parole, comme c'est magnifique à la fin de ton film dans l'Assemblée nationale, ça c'est, elles écrivent l'histoire, très bien. Mais plus que ça participe de l'histoire que de poser cette question-là. Et c'est ça le double geste qu'il y a dans cette présence dans l'Assemblée nationale. Non seulement on leur donne la parole, mais en plus elles sont dans le lieu où on doit penser le politique. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous, devant nos femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout. Donc le DVD de Debout les femmes, pour tous ceux qui n'avaient pas le pass sanitaire pour aller au cinéma, pour tous ceux qui sont pas allés au cinéma, bon voilà, et pour ceux qui sont allés au cinéma mais qui veulent le revoir, il est donc en précommande sur le site de Fakir, fakirpresse.info, et il sera en vente à partir du 1er mars, je crois. Donc voilà. Dans le DVD, il y aura aussi la brochure qui est en fait l'introduction à mon rapport sur les métiers du lien, qui sera également en vente en librairie de manière indépendante pour 3 € seulement. Voilà.